Ergo quoi? Ergothérapeute? Ergonomiste? Ergovision? Ah non, ergonome. C'est quoi déjà un ergonome? L'ergonomie, c'est du bon sens. Mais comment améliorer les conditions de travail et en même temps améliorer le service rendu aux usagers? C'est intéressant l'approche que vous avez de travailler sur les questions d'absentéisme avec des ergonomes. Ah, si vous voulez perdre du temps et que le projet n'avance pas, pensez à un ergonome. Les plans, Juste pour rappel, le CIG, peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on est organisme ressources auprès des établissements et collectivités territoriales. Donc voilà, un des autres cadres de nos actions, c'est ce qui va concerner le financement. Nous avons le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Vous connaissez certainement tous l'organisme, donc qui nous définit un certain nombre de critères, enfin qui définit assez précisément nos critères d'intervention et le champ sur lequel les collectivités peuvent faire appel à un soutien. Voilà, il faut savoir que c'est un cadre qui est relativement mobile. Ici, je vous présentais une première page. Ici, vous voyez, c'est la dernière version qui date du 28 septembre 2017. Donc, si vous intervenez sur ce sujet-là, sur ces sujets-là, il faut se tenir informé. Ça avance relativement vite. Voilà. Au niveau de ce qui est financé, donc il y a ce qui est la réalisation d'études ergonomiques, donc d'études ergonomiques centrées sur la question du handicap, centrées sur la compensation du handicap. On verra ça plus en détail après. Il prend en charge également la partie liée à la compensation du handicap sur l'aménagement de l'environnement de travail. Donc c'est dit plus précisément, compenser la situation de handicap de la personne sur son poste de travail. On verra que c'est un peu plus large que ça quand même. On apporte également une possibilité de financement sur des formations, sur l'aménagement d'un poste de télétravail pour une personne en situation de handicap. Également sur le soutien que peut recevoir la personne par une auxiliaire de vie, enfin auxiliaire de vie professionnelle ou auxiliaire de vie quotidienne au travail. Le premier but ici, c'est la compensation des situations de handicap vécues par l'agent, c'est-à-dire au moment où on va déclencher l'intervention. C'est également d'éviter la dégradation de l'état de santé de l'agent. C'est aussi soutenir la capacité de l'agent à développer un projet professionnel. Ça, c'est une des conditions de l'égalité. Il ne s'agit pas juste d'apporter une compensation au handicap immédiat. Il s'agit aussi de faire en sorte que la personne soit rétablie dans son cadre professionnel, dans son ensemble. Voilà. Maintenant, ce qui conditionne nos interventions, le point de départ, dans tous les cas, c'est l'avis du médecin de prévention qui est prescripteur de l'intervention, enfin qui est premier prescripteur de l'intervention. On verra que ça a une incidence sur le moment auquel on va déclencher l'intervention. Donc pour ça, juste pour vous décrire à quel point on n'intervient pas sur une page blanche quand il s'agit de parler de compensation, on nous propose, théoriquement l'étude ergonomique est dédiée à la compensation du handicap. Là, c'est juste pour vous faire un tour de ce qui existe déjà comme compensation au moment où on arrive sur une situation de travail, où on arrive auprès d'une personne en situation de handicap. Donc il y a déjà tout un lot de compensation qui est déjà apporté par l'agent. On arrive rarement on initie rarement en fait la mise en place de l'agent à son poste. Donc il y a déjà des compensations qui sont mises en place. Vous avez une partie des compensations qui existent déjà et qui sont le fait du collectif de travail. C'est-à-dire comment on répartit différemment le travail, comment le collectif joue de manière à compenser ce que ne peut pas faire la personne en situation de handicap. On a des apports positifs liés à ça, très positifs, et du coup à veiller à préserver ces choses-là. Les questions d'entraide, de complémentarité, de consolidation des collectifs de travail. On arrive sur des situations où les collectifs de travail sont très forts autour de la personne handicapée. On arrive aussi à des situations dans lesquelles, et parfois il y a un effet de bascule de cet état très positif vers une possible déstabilisation du collectif. Ça commence souvent par des questions d'injustice, des questions d'iniquité de traitement qui sont ressenties par une partie du collectif. Il peut y avoir aussi des questions de mise en jeu de la santé d'autres agents, sans qu'il y ait de ressenti particulièrement négatif. Et il y a aussi l'absence de compensation, c'est-à-dire l'agent en situation de handicap dans son travail, avec des effets sur la qualité de son travail, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité d'accomplir la charge qui lui est demandée, avec possiblement des objectifs qui ne
qui ne sont pas atteints par l'agent. Ça, c'est aussi une spécificité du milieu territorial, enfin du milieu de la fonction publique en général. Le fait qu'à chaque agent ait un certain nombre d'objectifs à atteindre, le fait de se trouver en situation de handicap peut faire que l'agent n'atteint pas ses objectifs et peut déclencher des démarches, peut faire que l'agent se retrouve en faute finalement. Enfin, pas de son fait volontaire, mais du fait de son état de santé. C'est-à-dire partant de tous ces points, toutes ces compensations incomplètes font qu'on arrive à un point de rupture et qui s'exprime par le constat par le médecin de prévention d'une incompatibilité entre l'état de santé de l'agent et les conditions de travail liées au poste qu'il occupe. Voilà. Donc on intervient relativement tardivement dans ce processus-là. Et une des choses importantes ici, quand on intervient dans ce milieu-là, c'est qu'il y a toutes ces compensations aussi auxquelles il faut penser, des compensations qu'il faut parfois préserver, qu'il faut soutenir, et qu'il faut... on ne part pas d'une page blanche, quoi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça sur ce plan-là. Dans le cadre d'une étude ergonomique, mon collègue Pascal Seron me sollicite pour que je reçoive une dame avec lui, donc à Escavie, une structure de la CRAMIF, qui est une structure de conseil et d'évaluation en aide technique et d'adaptation du lieu de travail, lieu de vie. Il s'agit d'une femme de 55 ans, 1m60, plutôt réservée, le regard triste, qui se présente en fait avec le bras collé au corps, le coude replié, avec seulement en fait la main et le poignet mobile. Lors de l'entretien, j'apprends qu'elle est infirmière jusqu'en 2006, et une opération du bras droit va entraîner des complications avec des séquelles irréversibles. Elle ne pourra plus reprendre son activité. Au cours des différents mois de rééducation et de réadaptation, elle apprend à se servir de son bras gauche, mais reste peu habile dans toute la réalisation des gestes fins. Elle développe très vite une faiblesse au niveau de l'épaule gauche. La prise d'objet est cependant possible à droite, avec sa main dominante, et elle préfère notamment écrire ou manipuler par exemple la souris, mais dans une position effectivement pas très adaptée. Elle est reclassée en 2010 à un poste d'agent d'accueil dans un centre socio-culturel d'une mairie. Elle bénéficie d'une première étude qui va aboutir en 2012 avec des équipements particuliers. En 2016, une réorganisation du centre à laquelle elle a participé activement génère de nouvelles fonctions, ce qui est très positif pour elle et l'ensemble de ses collègues. Cependant, le nouvel espace de travail a pour conséquence des difficultés de réappropriation des équipements, et cela va majorer des douleurs au niveau du membre supérieur gauche et des douleurs dorsales très importantes. Une seconde étude est donc sollicitée et des préconisations de matériel sont réalisées. Je la rencontre à ce moment-là, suite à la reprise de son dossier par Pascal. Donc cette dame, je le répète, est très réservée quant à la mise en œuvre, très renfermée, et elle est très réservée quant à la mise en œuvre de certaines des propositions. En gros, on n'a pas son adéquation durant l'entretien et les essais. Pourquoi on a choisi de vous présenter cette situation? Car très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'attitude de cette dame. Lors d'un second rendez-vous qu'on lui a proposé, motivé par en fait un test de dictée vocale, je lui propose de dicter. Et là, je cherche, je dis, est-ce que vous ne pouvez pas effectivement me dire tout simplement quelles sont vos motivations par rapport à votre poste? Et là, il y a un déclic qui s'opère. On dépasse l'analyse de ce qu'elle a, on dépasse aussi l'analyse de ce qu'elle peut, et on va creuser ce qu'elle veut, son projet professionnel. Il ne s'agit plus de réfléchir sous l'angle de difficultés, solutions techniques et organisationnelles en lien avec des tâches à réaliser. Cette dame, elle a la motivation, la capacité physique et cognitive et intellectuelle de faire évoluer son poste et de monter en compétences. On découvre qu'elle a des capacités rédactionnelles, de synthèse, qu'elle ne peut exploiter vu sa situation actuelle de handicap. Elle attend des professionnels et de l'étude qui lui permettent la mise en œuvre d'outils d'aide à la navigation numérique, l'accès à des formations spécifiques pour réduire le temps de saisie et la fatigue engendrée, et ainsi gagner en autonomie et en confiance. Les attendus de ces responsables vont également dans ce sens et ils l'accompagneront dans ces démarches. Les attendus de l'intervention vont dépasser la question d'origine. Il était primordial de ne pas passer à côté de ce qui fait sens, et c'est ce qu'on perd parfois de vue. Cette dame retrouve le sourire
et se remobilise dans une dynamique valorisante avec des perspectives d'évolution professionnelle. Je vais parler donc un second exemple. Donc, il s'agit d'une danseuse qui, suite à un accident, ne peut plus continuer son activité professionnelle et décide de rester dans le même secteur et de devenir professeur de danse. Voilà. C'est notre point de départ. Donc, elle construit sa carrière et le moment où on arrive, je dirais, c'est 30 ans. 30 ans se sont écoulés, en fait, 30 ans où elle a construit tout un système de compensation, en fait, qui va de l'intégration de ces soins, ces soins qui sont à la fois des soins quotidiens, mais aussi des soins épisodiques auxquels elle ne peut pas se soustraire, qui sont à la fois de la préparation, des échauffements, donc un temps qui est long sur la journée, qui occupe une bonne partie de sa journée de travail. Également, elle a mis en place des stratégies pédagogiques qui lui permettent d'enseigner un geste, alors qu'elle-même connaît des restrictions fonctionnelles, on va dire, très importantes. Donc, on a affaire à une personne qui a construit un système de compensation qui était extrêmement efficace, un système qui est assez colossal, mais néanmoins fragile. Et là, on s'en rend compte au moment où on intervient sur place. Au moment où débute l'intervention, cette personne la question de l'arrêt de sa carrière, en fait, est posée. Donc, son maintien dans l'emploi est clairement menacé. À l'origine de ce fait, simplement la mise en place d'une saisie informatique, l'attribution d'une mission, donc, qui est de saisir sur informatique le suivi de scolarité des élèves. Voilà, donc une chose qui nous semble assez anodine, mais qui en fait va remettre en question plutôt l'ensemble du système de compensation qui avait été établi. Voilà, donc on a carrément une mise en échec de ces stratégies. Et l'agent se retrouve en situation de handicap. Enfin, elle a toujours été personne handicapée, mais là, effectivement, elle est en situation professionnelle de handicap. Tout le jeu de l'intervention a finalement été tourné autour de la question de ce qu'il faut, déjà de mettre en visibilité les compensations qu'elle met en place. Certaines de ces stratégies de compensation devaient être rendues visibles pour qu'on puisse faire accepter des moyens pour soutenir ces stratégies de compensation. Ça passe par l'aménagement des locaux, ça passe par des définitions plus claires sur ce que peut la personne en termes d'organisation et ce qu'elle ne peut pas, en termes de mobilité au cours de la journée. Voilà, ça a demandé tout un travail sur ces questions-là, donc qui n'avait pas été nécessaire jusque-là parce que c'était implicite et ça tournait en tant que tel. Mais cette mise en situation de handicap a fait qu'on a dû poser ces questions-là, les mettre sur la table, les discuter, aménager, et enfin arriver, je dirais en dernier lieu, à la question de la mise en accessibilité des systèmes numériques pour cette personne-là. Donc un système qui a été relativement complexe. Finalement, non, les solutions retenues sont assez simples, sont des solutions qui existent, pour certaines qui sont en cours de développement, mais bon, grosso modo, on s'en sort. Mais le principal était de consolider en fait, les stratégies de compensation qui avaient été mises en place. Je te repasse la parole. La troisième étude qu'on a choisi de vous présenter aborde la situation d'un homme de 44 ans qui est jardinier et qui passe plus de 15 ans de sa vie en entretien des espaces verts. Atteint d'une maladie chronique évolutive, il a des troubles de l'équilibre, un périmètre de marche limité, ne peut plus porter d'objets lourds. Il est reclassé dans une déchetterie à un poste sédentaire, à des tâches administratives. Il s'y ennuie, prend des initiatives, cherche à rendre service et se met en danger, par exemple, en déplaçant un véhicule de la collectivité alors qu'il ne peut plus conduire, ou il va nettoyer un espace et se blesse avec un outil. Par mesure de précaution, un nouveau poste d'assistant au responsable est créé en doublon. Donc c'est un poste où le contenu du travail est peu valorisant. Il ne bénéficie pas d'une affectation réelle. Pour rebondir sur la première étude de cas qui était présentée, le projet de l'agent n'a pas été consolidé.
malgré le souhait en fait, de lui permettre de rester en emploi et d'associer des moyens bienveillants. Donc, suite à ce constat, la collectivité a la volonté d'accompagner l'agent et sollicite une étude ergonomique. Dans cette situation, pour aboutir à un consensus, différents axes sont à creuser pour déclencher les bons leviers d'action. Je choisis de vous en exposer un qui me paraît indispensable dans cette situation pour assurer la cohérence des discours et préserver l'agent ainsi que l'ensemble de ses collègues. Le secret médical est inviolable. Mais face aux attitudes décrites, il est légitime de s'interroger. La maladie dont est atteint ce monsieur engendre des dysfonctionnements qui touchent la sphère neurologique avec des atteintes fonctionnelles et motrices, mais elle peut également toucher les sphères cognitives et émotionnelles. Et chez ce monsieur, on perçoit des troubles attentionnels et de la mémoire, ainsi qu'un déni de l'incapacité physique. Ces aspects de la maladie doivent être considérés, analysés grâce à des bilans spécifiques et s'inscrire dans un processus d'accompagnement, d'information et d'adaptation temporelle. Pour l'ergonome, le temps de son intervention est à suspendre momentanément pour laisser la place à celui du corps médical, dont le médecin de prévention qui va coordonner, et la proposition d'un accompagnement par un psychologue, par exemple. Il est nécessaire, fondamental, de mieux comprendre, de creuser ce qui ne se discerne pas pour faciliter l'adéquation du poste. Cette prise en compte des différentes temporalités entre dans une concertation entre acteurs, dans un processus itératif, et sans oublier de toujours intégrer la personne concernée dans les différentes phases de son maintien en emploi. Donc une quatrième situation, et ce sera la dernière, ensuite on passe au projet et plus au suivi d'une étude proprement dit. Voilà, dernière illustration sur un maçon de voirie. Voilà, qui connaît aussi, comme dans le cas précédent, après 20 années de service, quelques incapacités physiques, pathologies affectant l'appareil locomoteur, qui va connaître tout un jeu de changement d'affectation, un jeu de reclassement aussi, et qui va finalement arriver au bout des possibilités offertes par le statut. Je vous disais que le statut de la fonction publique territoriale peut être très structurant sur nos possibilités en termes d'action sur le handicap. Donc cette personne-là arrive au bout des possibilités offertes par le statut. C'est-à-dire que si on déclare une inadéquation entre son état de santé et son poste de travail, eh bien c'est une personne qui finira sans emploi. Voilà. Et avec sa situation de handicap. Voilà. Du coup, donc nous sommes sur quelque part une injonction d'aménager le poste, coûte que coûte. On se rend compte objectivement que être magasinier quand on ne peut pas porter une charge, quand on ne peut pas se baisser, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. On se rend compte surtout qu'on ne peut pas se sortir seul, on ne peut pas résoudre le problème en se tournant uniquement sur la situation de l'agent. Et là, la nécessité, ce qui a été posé comme nécessité, c'est de plus considérer l'intervention de maintien dans l'emploi comme étant intégrée à une démarche plus large. Donc, qui va consister à réaménager le lieu, les conditions de travail, l'organisation du travail du petit lieu en question, qui emploie 5 personnes. Et voilà, pour résoudre ces questions et pour faire jouer en fait la compensation collective. La troisième étude qu'on a choisi de vous présenter aborde la situation d'un homme de 44 ans qui est jardinier et qui passe plus de 15 ans de sa vie en entretien des espaces verts. Atteint d'une maladie chronique évolutive, il a des troubles de l'équilibre, un périmètre de marche limité, ne peut plus porter d'objets lourds. Il est reclassé dans une déchetterie à un poste sédentaire, à des tâches administratives. Il s'y ennuie, prend des initiatives, cherche à rendre service et se met en danger, par exemple, en déplaçant un véhicule de la collectivité alors qu'il ne peut plus conduire, ou il va nettoyer un espace et se blesse avec un outil. Par mesure de précaution, un nouveau poste d'assistant responsable est créé en doublon. Donc c'est un poste où le contenu du travail est peu valorisant. Il ne bénéficie pas d'une affectation réelle. Pour rebondir sur la première étude de cas qui était présentée, le projet de l'agent n'a pas été consolidé.
malgré le souhait en fait, de lui permettre de rester en emploi et d'associer des moyens bienveillants. Donc, suite à ce constat, la collectivité a la volonté d'accompagner l'agent et sollicite une étude ergonomique. Dans cette situation, pour aboutir à un consensus, différents axes sont à creuser pour déclencher les bons leviers d'action. Je choisis de vous en exposer un qui me paraît indispensable dans cette situation pour assurer la cohérence des discours et préserver l'agent ainsi que l'ensemble de ses collègues. Le secret médical est inviolable. Mais face aux attitudes décrites, il est légitime de s'interroger. La maladie dont est atteint ce monsieur engendre des dysfonctionnements qui touchent la sphère neurologique avec des atteintes fonctionnelles et motrices, mais elle peut également toucher les sphères cognitives et émotionnelles. Et chez ce monsieur, on perçoit des troubles attentionnels et de la mémoire, ainsi qu'un déni de l'incapacité physique. Ces aspects de la maladie doivent être considérés, analysés grâce à des bilans spécifiques et s'inscrire dans un processus d'accompagnement, d'information et d'adaptation temporelle. Pour l'ergonome, le temps de son intervention est à suspendre momentanément pour laisser la place à celui du corps médical, dont le médecin de prévention qui va coordonner, et la proposition d'un accompagnement par un psychologue, par exemple. Il est nécessaire, fondamental, de mieux comprendre, de creuser ce qui ne se discerne pas pour faciliter l'adéquation du poste. Cette prise en compte des différentes temporalités entre dans une concertation entre acteurs, dans un processus itératif, et sans oublier de toujours intégrer la personne concernée dans les différentes phases de son maintien en emploi. Dernière illustration sur un maçon de voirie, qui connaît aussi, comme dans le cas précédent, après 20 années de service, quelques incapacités physiques, pathologies affectant l'appareil locomoteur, qui va connaître tout un jeu de changement d'affectation, un jeu de reclassement aussi, et qui va finalement arriver au bout des possibilités offertes par le statut. Je vous disais que le statut de la fonction publique territoriale peut être très structurant sur nos possibilités en termes d'action sur le handicap. Donc cette personne-là arrive au bout des possibilités offertes par le statut, c'est-à-dire que si on déclare une inadéquation entre son état de santé et son poste de travail, eh bien c'est une personne qui finira sans emploi, et avec sa situation de handicap. Du coup, donc nous sommes sur quelque part une injonction d'aménager le poste, coûte que coûte. On se rend compte objectivement que être magasinier quand on ne peut pas porter une charge, quand on ne peut pas se baisser, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. On se rend compte surtout qu'on ne peut pas se sortir seul, on peut pas résoudre le problème en se tournant uniquement sur la situation de l'agent. Et la nécessité, ce qui a été posé comme nécessité, c'est de plus considérer l'intervention de maintien dans l'emploi comme étant intégrée à une démarche plus large. Donc, qui va consister à réaménager le lieu, les conditions de travail, l'organisation du travail du petit lieu en question, qui emploie 5 personnes. Et voilà, pour résoudre ces questions et pour faire jouer en fait la compensation collective. Ici, on est dans une situation où l'action individuelle n'est pas soutenable et nécessite un changement d'échelle, donc nécessite de passer au collectif pour régler l'intervention. Nous, on a décidé justement de zoomer sur un cas particulier. C'est le passage de l'individuel au collectif. Donc tout à l'heure, on avait ce mot « inclure », important, puisque inclure justement l'individu dans le collectif, mais également inclure le collectif grâce à l'individu. Et ça, je pense que c'est important pour cette situation qu'on va vous soumettre. Alors, c'est le cas de Julia, agent de restauration qui aime son métier, elle nous l'a dit, qui aime son métier parce qu'elle côtoie des enfants toute la journée et elle aime ses collègues. Voilà, elle a un bon
relationnel avec ses collègues. Elle exerce des missions. Elle en exerce plusieurs. Donc, c'est des missions d'entretien de classe, 6 classes, des couloirs, les 5 sanitaires de l'école, le réfectoire, 230 élèves, l'office. Et également de restauration, hein, c'est la préparation, hein, c'est au départ, c'est la mise en place et c'est le service au plateau des jeunes enfants. Et nous avons également le débarrassage. Et on a voulu justement, bon, on ne va pas vous raconter toute l'étude, on a focalisé ce débarrassage, c'est le point noir en fait de Julia. Elle redoute réellement lorsqu'elle arrive à l'office et qu'elle doit justement exercer, enfin réaliser ce débarrassage. Alors, pour être maintenue à ce poste, il y a eu des restrictions fonctionnelles parce que, rappelez-vous, Pascal nous parlait du point de rupture. Il y a eu un point de rupture. TMS, douleur, maladie, etc. Donc c'est un moment dans l'histoire, voilà ce qui s'est passé. Alors Julia travaille dans cette école depuis 6 ans. Tout se passait bien, tout s'est toujours très bien passé, jusque justement à ce point de rupture. Donc, pour la maintenir dans ce poste, eh bien, il y a eu une prescription d'une étude ergonomique par le médecin de prévention en octobre 2011. C'est important pour la suite. Et donc, voilà, les restrictions, c'est le port de charge supérieure à 6 kg contre-indiqué, la station debout prolongée déconseillée. Voilà ce qu'on avait au départ, avant que j'intervienne sur la collectivité. Donc, c'est vrai qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on a demandé à ce qu'une fiche de capacité soit complétée. Donc là, je vous ai mis un morceau de la fiche de capacité. Donc, les postures de travail, s'accroupir, s'agenouiller, piétiner, station debout, prolonger, travail assis, buste penché en avant, limité, très limité même, dirais-je, travail à courte torsion et attitude variée, interdite, travail accroupi, interdit, travail en hauteur, etc. Les gestes répétitifs limités. Donc, assez compliqué au départ. L'objectif de cette étude, c'était, comme toute étude, analyser le travail réel de l'agent, bien évidemment, aller sur le terrain pour voir tout ce qu'elle fait, en tenant compte, bien évidemment, dans cette situation, des restrictions fonctionnelles et de la fiche de capacité formulée par le médecin de prévention. Aussi formuler à la fin des recommandations pour pouvoir adapter, si possible, le poste de travail sur un plan organisationnel, technique, humain, afin de maintenir l'agent dans ce poste-là, parce qu'elle voulait rester à ce poste. On a toujours cette idée, en tant qu'ergonome, là c'est de l'individuel, on est d'accord, mais on a toujours cette idée d'améliorer les conditions de travail de toute l'équipe par la correction d'un seul poste, finalement. Donc c'est ça aussi la plus-value. Lors des observations, donc en travail réel, eh bien, j'ai constaté donc un travail en mode dégradé. Le jour où je suis arrivée, et d'ailleurs même la semaine, voire les 15 jours avant, eh bien, il y avait l'absence du collègue, parce qu'elle travaille en binôme. Absence du collègue, donc qui était en arrêt, et l'agent volant, parce que ce qui est bien aussi dans la collectivité, c'est qu'ils ont proposé un agent volant. Mais sauf que ce jour-là, il était en formation. Donc du coup, cette personne a dû travailler seule, avec toutes ces contraintes. Donc je vous propose d'aller voir un petit peu le travail réel de l'agent. C'est juste un petit focus sur le terrain. Alors, elle nous a donné l'autorisation pour pouvoir avoir cette vidéo. On la remercie d'ailleurs. Alors, comme vous le constatez, donc, il y a une contrainte de temps, parce que quand même, l'équipe doit finir à un certain moment. S'ils ne veulent pas finir trop en retard, il faut que tout le monde fasse son travail de manière à ce que le temps ne soit pas trop long. Donc, Julia
eh bien, elle va débarrasser. Donc, comme vous voyez, il y a un petit plan de travail au-dessus. C'est le chariot de débarrassage. Donc, elle va faire ces gestes répétitifs pendant un certain temps. Donc, je vais passer rapidement, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, pour chaque chariot, elle va devoir débarrasser. Donc, il y a le premier étage qui est assez simple, deuxième étage, troisième étage, et voilà, vous voyez. Donc là, elle est déjà, elle n'a pas le droit de faire ça, parce que le médecin lui a donné une restriction fonctionnelle. Mais pourtant, elle le fait parce qu'elle est seule ce jour-là. Toujours avec le sourire. Hop, premier chariot, il en reste 8. Donc là, c'est 13 plateaux débarrassés et il reste 8 chariots à débarrasser. Parce que pour chaque binôme, il y a 10 chariots à débarrasser. Donc voilà, je passe. Puis après, il y a le pré-lavage, etc. Enfin, là, je vous montre juste le débarrassage, parce que juste avant, bien sûr, elle a passé une journée dans les classes, et puis dans les sanitaires, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de gestes répétitifs et de problématiques de posture, contraintes posturales. Là, je vous rajoute quand même des images pour compléter un petit peu, pour vous démontrer un petit peu comment ça se passait vraiment. La première image avec les plateaux restés sur la table du réfectoire, ça arrive régulièrement parce qu'il n'y a pas assez de chariots et du coup, on demande aux élèves de laisser leurs chariots et puis c'est les agents qui, les plateaux, afin que les agents puissent les remettre dans le chariot de débarrassage. Donc ça, c'est déjà encore une contrainte supplémentaire qui n'était pas prévue. Chariot de débarrassage, vous l'avez vu, et puis après il y a la récupération du chariot de débarrassage avec les portes qui vont gêner, etc. Enfin bref. Et puis à la fin, pour chaque chariot, eh bien, on va relever le sac poubelle rempli de 25 kilos à peu près. Donc là, il est rempli à moitié. Et voilà, c'était vraiment pour compléter la situation réelle de l'agent. Donc les constats du port de charge lors du débarrassage, eh bien, c'est un débarrassage de 117 plateaux, réalisé en 63 minutes, et le débarrassage d'un chariot de 13 plateaux en 7 minutes environ. Donc vraiment, c'est quand même assez cadencé. Eh bien, à la fin de cette période, eh bien, on dira que quand même, Julia a bien porté 476 kilos en moins de 2 heures. Voilà, ça, c'est sa journée. Un petit bout de sa journée, c'est le débarrassage. Les recommandations, donc certaines, enfin là j'en ai proposé une, proposer des chariots d'autodébarrassage par l'élève composés d'un emplacement dédié au couteau, cuillère, fourchette, etc. Et inscrire cette action visant au développement de l'autonomie de l'enfant dans le projet pédagogique et faire travailler, et bien, donc je conseillais aussi de faire travailler sur le poids des assiettes et des verres, des plateaux, parce qu'on avait des plateaux très lourds, avec d'autres aussi mélangés, avec d'autres plateaux qui étaient beaucoup moins lourds. Donc moi, je vais vous présenter l'accompagnement qu'on a mis en œuvre dans la mise en place du tri des biodéchets dans les écoles. Pareil. Oui. Alors juste un petit mot d'abord sur le contexte. Donc on est dans un contexte réglementaire qui nous contraint à mettre en œuvre le tri des biodéchets dans les écoles. Et on est aussi sur un contexte dans la ville, sur une population dans les écoles plutôt féminine, plutôt vieillissante également, où on a de plus en plus de restrictions de plus de 5 kilos pour les agents, donc qui correspond assez bien au profil de Julia. Donc, moi, j'ai été sollicitée par 2 entrées. Donc, la première par le service des écoles, qui avait, lui, des inquiétudes sur le port de charge parce que les biodéchets, quand ils sont triés, ils sont plus lourds. C'est du déchet organique et mélangé en principe à d'autres types de déchets, ça a fait des sacs qui contiennent moins de poids. Là, on va être sur des sacs un peu plus lourds et du coup, avec d'autant plus de charges à apporter. Enfin, voilà, ça va être un petit peu plus dense.
Donc eux avaient une inquiétude là-dessus, et pour les accompagner, je leur ai proposé donc qu'on réfléchisse effectivement, qu'on puisse anticiper à l'impact du port de charge, mais également qu'on réfléchisse à l'impact que ça aurait sur l'organisation du travail. Car quand on amène un nouveau équipement comme ça sur des situations de travail, eh bien, ça vient nécessairement modifier le travail également. Donc ça a été la première demande. Et la seconde était celle de la chargée de mission, qui avait en charge donc la mise en œuvre des tables de tri, avec laquelle elle arrivait avec son aspect réglementaire, qui a donc été un levier aussi donc pour moi, pour pouvoir intervenir et lui proposer d'ajouter des critères techniques dans le cahier des charges qui pourraient correspondre à l'activité de travail, aux besoins des agents. Alors, pour avancer sur cet accompagnement, donc, il y a eu une première étape qui concerne l'appropriation de l'étude par l'ergonome interne. Donc, ça s'est caractérisé par des observations et des verbalisations au poste de travail pour bien comprendre et cerner le besoin, la demande et ce qui avait déjà été réalisé. Dans un second temps, donc, on a d'un côté réalisé des tests dans 2 écoles avec la création de tables maison. Donc nous, à la mairie d'Ivry, on a une régie en interne. Donc on leur a fait part en fait des caractéristiques qu'on souhaitait voir sur les tables pour essayer de faire des petits tests, voir comment ça allait fonctionner avec les élèves et avec les agents. Et en parallèle de ces tests, en fait, il y a un projet pédagogique qui s'est mis en place avec les élèves et avec les instituteurs pour accompagner les enfants dans le tri des biodéchets qui allait arriver. Mais également, ça a permis aux agents de restauration de se former également sur ce point-là. Alors, par la suite, donc ces tests nous ont donné des constats qui sont liés à l'organisation du travail. Donc, ça nous a permis de voir qu'il y avait une régulation qui s'opérait entre agents de restauration et animateurs sur l'accompagnement des enfants, qui n'existait pas nécessairement avant. Et ça a permis aussi d'avoir des constats, de dégager donc, des critères pour les marchés publics. Donc ça concerne les tables, mais ça a concerné également les sacs poubelles qui n'étaient pas adaptés à l'alimentaire qui recevait. Donc ça nous a permis de les modifier également. Donc bon, je vous ai mis quelques exemples. Ça a concerné l'auteur des tables, la visibilité que les agents avaient besoin sur les sacs poubelles pour voir à quel moment ils se remplissaient, à quel moment il fallait qu'ils soient changés, etc. Donc ce qui est intéressant en fait sur cet accompagnement, c'est que ça nous a permis d'avoir une approche systémique sur différentes dimensions du travail des agents, aussi bien au niveau de l'organisation du travail que des équipements, du matériel, de la formation, donc de la compétence, etc. Donc pour poursuivre, par la suite, on a passé le marché et on n'a pas eu beaucoup de chance puisqu'il n'y a qu'un prestataire qui a répondu à l'offre. Donc nous avons été contraints d'abandonner certaines exigences qu'on avait sur les critères que nous souhaitions voir sur les tables. Donc, on a fait ce qu'on avait. On a testé quand même, parce que, on était contraints, mais quand même, on souhaitait pouvoir tester peut-être quand même 2 tables. Donc, on a renégocié un petit peu les choses, tester deux écoles avec des tables pour voir si on pouvait quand même modifier quelques caractéristiques à la marge avant de déployer sur l'ensemble des écoles. Donc là, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer le résultat, les tables qui ont été choisies. C'est quelle gauche pour vous? Moi, j'ai 2 gauches. Donc, oui, la photo sur cette gauche-là. Avec le projet pédagogique réalisé par les enfants, les instituteurs, les animateurs. Les plans de travail, où on retrouve un petit exemple laissé pour les enfants de la part des agents pour qu'ils sachent où mettre leur plateau, leur couvert, etc. Les enfants, l'agent qui débarrasse de son côté. Donc, après le fonctionnement des 2 tests, on a fait donc un retour auprès du prestataire et nous avons modifié donc certaines caractéristiques, diamètre des trous, hauteur des tables, etc. On a déployé sur les écoles et on a commencé à capitaliser. Donc ça, c'est assez récent. On a déployé au mois de septembre
On a quand même des premiers retours d'expérience. Alors, concernant les choses plutôt positives, on a des agents qui sont satisfaits puisqu'il y a moins de contraintes physiques, moins de port de charge, moins de gestes répétitifs. Et le travail a été transformé. Donc, il y a plus d'interaction avec les élèves. Cependant, c'est important de noter qu'eux ne gagnent pas forcément du temps avec le tri des déchets, le débarrassage des tables par les enfants. Mais par contre, ils se trouvent beaucoup moins fatigués qu'avant. Donc ça, c'est très, très important. Par contre, donc il y a un mais qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la possibilité que l'équipement ajoute de nouvelles contraintes posturales et qui seraient liées au nettoyage des tables. Donc on va travailler ce point-là. Ce point-là, il est assez disparate d'une école à une autre, puisqu'on a des écoles où on a de l'espace pour le faire. Donc voilà, on a plus d'amplitude dans les mouvements, dans les gestes. On a un meilleur équipement aussi pour pouvoir le réaliser. Et il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Un petit récapitulatif. Voilà. Donc, Julia était donc agent de restauration depuis octobre 2010, à ce moment-là en tout cas. Elle avait 54 ans. Et les restrictions fonctionnelles de la part du médecin donc, ont été formulées à ce moment-là. Ensuite, je suis intervenue en novembre 2011 avec cette étude ergonomique avec des recommandations sur l'autodébarrassage, le tri des déchets par les élèves. Et donc là, on est vraiment dans une situation individuelle. Et ensuite, donc, janvier 2012, 2013, 2014, 2015, eh bien, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Parce que en interne, c'est-à-dire au niveau d'Ivry, il n'y avait pas d'ergonome et ils n'ont pas fait la demande de faire intervenir un ergonome également extérieur. Donc, par contre, au niveau de la législation, une circulaire des tri des biodéchets est apparue. Donc, à partir de là, il y a eu une réflexion justement sur le retour vers l'étude ergonomique qui avait été réalisée. Et donc, en troisième partie, il y a un ergonome interne au niveau d'Ivry. Et donc, du coup, il y a eu un début d'accompagnement sur la mise en place du tri des biodéchets en mars 2016 et la table de tri et de l'autodébarrassage à partir de septembre 2017. Donc, on est parti quand même de 2010, les restrictions fonctionnelles, jusqu'à 2017. Ça y est, on a les tables. 60 ans, Madame Julia. Donc, effectivement, c'est quand même assez, on va dire, on va pointer quand même un peu le côté négatif. Voilà. Donc, on est parti vraiment de l'individuel. Par contre, ça c'est très important de le dire, vers le collectif. Donc, bien sûr que Julia n'a pas eu à bénéficier de tout ce qui était intéressant justement pour elle, le point noir, le débarrassage. Eh bien, effectivement, c'est ses collègues, les nouveaux arrivants, ont pu bénéficier de tout cela. Donc ça aussi, c'est quand même important de le dire. Voilà. Et oui, juste une autre chose, c'est que elle n'a pas pu être maintenue à ce poste, Julia. Elle a dû, par contre, maintenue dans l'emploi. Donc, elle est devenue gardienne. Et ça lui plaît. Voilà. Merci. Juste pour introduire et conclure que ce projet, cette démarche commençait à s'inscrire, lui, dans le cadre du développement durable, en répondant à 3 critères qui le caractérisent. Donc, autour de la cohésion sociale par l'enrichissement des tâches de travail, puisqu'on est passé sur un travail qui est davantage valorisé par la visibilité de l'analyse que du travail de l'ergonome. De la réduction des contraintes posturales et du rythme de travail pour l'ensemble des agents, donc, qui préserve la santé de l'ensemble du collectif, des agents des écoles, qui permet aussi de préserver l'environnement avec une démarche citoyenne des enfants qu'on entraîne vers une éducation, vers un partage aussi des tâches et sur la nécessité de s'introduire sur du tri des déchets.
avec une coopération usagers-agents du service public. Et enfin, avec la nécessité de commencer à promouvoir une économie responsable avec le tri des biodéchets. Voilà, là c'est fini. Bonjour, merci de cette intervention. Edwige Bertin, médecin de prévention. Ma question porte sur la façon dont vous avez travaillé avec l'éducation nationale pour pouvoir obtenir la participation des élèves. Je serais très curieuse de savoir le déroulé de votre méthodologie avec cette... ça n'est pas la collectivité territoriale, nous n'avons pas la même hiérarchie. Oui, tout à fait. C'est toujours... moi, je rencontre beaucoup de difficultés pour collaborer avec les gens de l'éducation nationale et je serais très preneuse de petits trucs, de petites recettes, mises en dehors du réseau qu'on constitue habituellement tous pour pouvoir travailler. C'est quand même, de manière générale, assez compliqué de travailler avec eux. Alors, je vais vous décevoir parce que ça n'a pas été ma partie. C'est la chargée de mission qui avait en fait en charge de suivre le projet pédagogique. Alors, un élément peut-être que je n'ai pas donné et qui est quand même important, c'est que ce n'est pas moi qui ai conduit le projet. Donc, nécessairement, entre guillemets, je n'ai pas nécessairement la main sur les différentes dimensions. Ce que j'en sais, pour pouvoir vous répondre, c'est que l'entrée a été quand même auprès des animateurs, qui maintenant, donc les animateurs qui sont des agents publics de la ville, qui ont mis en place en fait ce projet pédagogique, puisque maintenant c'est quelque chose avec les rythmes scolaires qu'on leur demande, d'avoir un projet pédagogique à suivre sur l'année. Donc ça a été inséré dans leur projet pédagogique à eux. Et c'est par cette voie-là qu'ils ont été chercher des instituteurs qui se portaient volontaires pour pouvoir les suivre sur le projet également. C'est tout ce que j'en sais. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir vous en dire davantage sur ce volet. Je ne l'ai pas suivi du tout. C'est ce qu'on m'a raconté. Pour arriver à mettre en place une intervention, on voit qu'il y a multiples paramètres. Comment, en tant qu'intervenant externe, pour le CIG, pour la CRAMIF notamment, vous aidez ou pas, ou comment vous pouvez aider les collectivités à se structurer pour justement faire émerger des demandes et pouvoir mettre en place des actions. Enfin, est-ce que c'est quelque chose, un champ sur lequel vous travaillez ou voilà. Ça, de notre côté, pour répondre pour la partie qui concerne le centre de gestion, c'est une autre composante de l'action qu'on a sur le handicap. Ça fait partie des objectifs qui nous sont fixés dans le cadre d'une convention avec le FIP. On a effectivement à intervenir sur des situations individuelles et on a également à intervenir sur des questions de sensibilisation et de structuration des collectivités vis-à-vis de la gestion du handicap. Donc on organise, on soutient des sensibilisations, des actions qui permettent aux collectivités de mettre en place les structures nécessaires. Voilà. Et ensuite, on a aussi une action via les médecins de prévention. Une partie des médecins de prévention des collectivités sont employés du centre de gestion. Et également, donc, on communique en direction des médecins de prévention. Donc, on peut toucher via les réseaux des associations de médecine préventive et de médecins du travail intervenant dans les collectivités territoriales. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et pour mon service, parce que mon service, c'est plutôt dans le collectif, on n'intervient pas normalement dans l'individuel. Moi, je suis intervenue dans l'individuel parce qu'on m'avait demandé de venir... parce qu'avant j'y étais, dans ce service-là handicap. Et puis dans mon service, c'est plus des études ergonomiques en mode collectif, si je puis dire. Et la porte d'entrée chez nous, en tout cas, ça se passe sur, par exemple, les évaluations des risques professionnels, le document unique quand il y a des problématiques. Également lors de nos rapports d'inspection, parce qu'on est également ACFI, agent chargé de la fonction d'inspection. Donc parfois, on va cibler une problématique et puis on en parle avec la collectivité. Et parfois, ça peut aller donc à ce que la collectivité nous demande d'aller un petit peu plus loin en réalisant une étude ergonomique. Voilà. Pour compléter, le service ESCAVI de la CRAMIF se positionne en tant que centre ressources, donc pour du particulier, plus particulièrement, mais auprès des professionnels, ergonomes, médecins de prévention, médecins du travail, dans le champ du maintien dans l'emploi et de l'insertion professionnelle.
Oui, bonjour. Deux choses. Premièrement, un étonnement. A priori, on est très nombreux à travailler sur ces tables de tri. On est de nombreuses collectivités à travailler sur ces tables de tri. Quand vous me dites que vous avez eu donc un appel d'offres quasiment infructueux avec un seul, moi je suis étonné. On en est tous à faire aussi, des cahiers des charges, etc. Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse à un moment mettre nos travaux en commun parce qu'on a en gros, je pense, nos cahiers des charges vont être très proches. Et sur un effet de volume, je pense qu'on aurait plus de réponses au niveau des fabricants. C'était la première chose. L'autre, sur le périmètre de votre intervention, c'est bien, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus sur l'aval. On fait des sacs avec des biodéchets. Qui se charge après du transfert de ces sacs? Ces sacs, comment on les stocke? C'est des matières fermentescibles. On ne peut pas les stocker n'importe comment, ça sent mauvais. Et puis quand vous me dites que la personne, malheureusement, maintenant se retrouve gardienne, donc ce qui veut dire que maintenant, elle se retrouve à avoir à charrier ces sacs aussi? Alors, sur votre première remarque, je suis entièrement d'accord. Alors, juste pour... je pense que le marché, d'ailleurs, a été passé à un moment qui n'était pas du tout opportun, puisqu'il est tombé dans l'été. Alors, moi, je n'ai pas eu la main là-dessus. C'est pas, malheureusement pas moi qui m'en occupais, mais elle a fait ça très bien, de toute façon. Mais bon, quand même, ça a été un facteur, je pense, qui a fait qu'on n'a eu qu'un prestataire qui a répondu. Votre deuxième question, c'était sur la manière dont on a organisé l'évacuation des biodéchets. Et effectivement, là-dessus, on rencontre des difficultés pour les conserver et aussi sur le nombre de passages, parce qu'on a 2 passages aujourd'hui par semaine, qui est très peu. Donc on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait essayer de négocier, ce qui a un coût aussi, mais de négocier plus de passages pour moins de difficultés pour les agents. Et concernant le poste de gardienne, alors non, elle s'en occupe pas, parce que d'une école à une autre, ce n'est pas tout à fait les mêmes missions et les mêmes fiches de poste. Donc cet agent est préservé d'évacuer en fait les conteneurs des déchets. Voilà. Pour faire le lien, je pense qu'effectivement, on est beaucoup à travailler sur les mêmes sujets et ça serait bien de mettre en réseau tout ce qu'on fait et peut-être aussi peut apporter une évolution au niveau des fabricants, au niveau du marché. C'est en tout cas un axe. Je vous remercie beaucoup. Moi, j'avais juste une question sur les AVP que vous avez évoquées en présentation, les auxiliaires de vie professionnelle. Donc, est-ce que vous connaissez des collectivités qui emploient les AVP? Et quelles sont les missions de ces personnes? Et quel est le niveau de formation de ces personnes? Et éventuellement, comment on fait si on a besoin de faire appel à un AVP? En 2 minutes. Oui, sur les cas que j'ai pu voir, ces personnes-là n'étaient pas auxiliaires de vie à temps complet. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient, dans la plupart des cas que j'ai pu voir, c'est des personnes qui ont une fonction au sein de la mairie qui est une fonction classique, habituelle, mais qui interviennent sur un temps précis de la journée. Donc ça peut être pour accompagner l'agent en sortant de chez lui, en sortant du travail sur une partie du trajet pour aller jusque chez lui ou jusqu'au transport. Ça peut être pour réaliser un certain type de tâches particulières. C'est un axe sur lequel on insiste beaucoup en ce moment, parce qu'on a pas mal de systèmes de compensation qui avaient été mis en place où c'est basé sur le système du volontariat en fait, et on sait que ça tient pas au-delà d'un certain temps. J'ai pu voir juste un cas d'embauche de personnes justement pour être auxiliaire de vie professionnelle, mais elle l'était à mi-temps, et c'était une façon aussi à mi-temps elle était auxiliaire de vie professionnelle, le mi-temps restant où l'agent n'était pas en fonction, elle occupait une fonction d'agent classique dans la collectivité, et ça a été pour elle une façon d'entrer dans la collectivité. Mais ce ne sont pas des personnes jusque-là qui avaient une formation spécifique liée au handicap, mais qui venaient plus compléter, du moins ceux que j'ai vus pour l'instant, venaient plus compléter l'activité professionnelle que l'agent en situation de handicap ne pouvait pas faire. La santé, le plaisir au travail, il est possible d'y contribuer. Faut que je me tienne droit. Voilà l'ergonome. L'ergonomie peut être un des facteurs de l'efficacité économique. Être à l'écoute, regarder, être patient, aide à comprendre le sens du travail et les besoins d'une structure.